Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Charlotte Libog, promotrice de la plateforme Afrique Grenier du Monde, ainsi que nos deux éditorialistes, Lucien Pambou et Alfred Chango. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. L'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique étaient le thème du 22e sommet de l'Union africaine fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année, les États entendent même consacrer 90% de leur énergie à ce secteur. Paul de Singwe. Ils ont développé leur économie grâce à l'agriculture. Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays d'Europe ont vu leurs économies repartir à la hausse suite au développement agricole. En Afrique, le constat est tout autre. Malgré une surface cultivable importante, plus de 90% de ces terres sont non cultivées. Le continent peine à passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture industrielle. Il faut passer à une étape où on puisse introduire de plus en plus de technologies pour pouvoir d'abord améliorer la production et préserver quand même la fertilité des sols, les ressources hydrauliques et surtout préserver les forêts. Je crois que cette agriculture ne doit pas se développer au détriment de nos forêts qui restent le poumon du continent et même du monde, je dirais. Mise en place par le NEPAD, le PDDAA, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, accompagne les États dans la mise en place des stratégies agricoles. C'est dans cette optique qu'en 2003, elle a recommandé aux États africains de consacrer 10% de leur budget au développement agricole. Un plan devenu prioritaire pour l'Union africaine, mais dont la mise en œuvre a été très peu suivie par les pays membres. Les dépenses des pays africains en faveur de l'agriculture se sont, à quelques exceptions près, situées en deçà de l'objectif de 10% fixé par le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. L'histoire nous apprend que les pays ayant réussi à arracher leur population à la pauvreté, ils sont parvenus par une révolution agricole, faisant appel à des améliorations systématiques de la production. Face à cette situation, l'Union africaine a mis en place le CADEP, le Programme global pour le développement de l'agriculture. Ce programme met en évidence des stratégies pertinentes devant permettre à chaque pays de promouvoir son agriculture. En tant que Commission, nous disons que cette année, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre l'agriculture sur la voie du développement. Pour y arriver, il faudra améliorer nos capacités en ressources humaines et technologiques. Il faudra aussi encourager la recherche pour augmenter la production. Cette politique agricole est en étroite ligne avec le projet Africa 2063 prôné par l'Union africaine. Africa 2063 offre une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action pour le développement de l'agriculture et la mise en place d'un guide de recommandations, les États sont désormais encadrés dans leur politique agricole. L'autre défi, c'est la standardisation du secteur agricole, car quand vous générez de la valeur ajoutée, vous devez être conforme à certaines normes. Pour le moment, les importations concurrencent les produits locaux, mais avec le temps, la tendance s'inversera. Malgré le retard constaté, plusieurs pays ont fait du développement agricole une priorité. Au Cameroun, le gouvernement a créé en janvier 2013 la Rural Financial Corporation, une banque agricole dont le but est de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole du pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'organiser la population du Cameroun pour qu'elle prenne l'agriculture comme un secteur d'enrichissement. Nous voulons produire. On a dépassé le stade de subsistance. Comment saisir cette opportunité pour que la production agricole au Cameroun devienne une production qui, comme on dit ailleurs, agri-business. Nous voulons faire de l'agriculture un grand business et nous avons cette capacité-là. Mais comme je disais, actuellement, nous sommes en train d'organiser l'entrée du Cameroun dans le monde agricole qui fait de l'argent. Même son de cloche au Bénin, où les autorités ont annoncé un plan de relance agricole en 2014. Cette mesure devrait permettre le financement et la promotion de l'agriculture. Le second pôle important à développer
après celui du coton textile, demeure celui de l'agroalimentaire, avec le développement des productions végétales telles que l'ananas, l'anacarde, le palmier à huile, les cultures maraîchères, le maïs, le riz, le mil, le café et le cacao, l'heure a sonné pour que mon pays puisse rejoindre le peloton des pays producteurs de café et de cacao pour l'avenir. De l'avis de certains experts, si l'Afrique réussit sa révolution agricole du fait de son fort potentiel, elle pourrait nourrir le monde pendant très longtemps. Charlotte Libogue, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Moi, j'ai quand même le sentiment que nos politiques, encore une fois, désolée, je ne veux pas tirer sur eux, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ne prennent pas en compte l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans un contexte d'extrême urgence, avec une offre alimentaire qui est largement inférieure à la demande au niveau mondial, de 1. De 2, on a une Afrique aujourd'hui qui est en pleine croissance au niveau démographique. Ça veut dire qu'il faut assurer la sécurité alimentaire des populations africaines. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos gouvernants prennent plutôt des mesures conjoncturelles plutôt que d'aller vers de réelles mesures structurelles. Moi, je vais vous dire, au niveau de la relance de l'agriculture africaine, on peut noter un réel abandon, comme je le dis à chaque fois, à la fois de la classe politique, mais également du secteur privé, de la société civile et même des institutions internationales. On a énormément de colloques, on a beaucoup de discours, mais concrètement, on n'a pas grand-chose sur le terrain. Il faut savoir que l'agriculture africaine repose sur les petits producteurs, sur les paysans. C'est pas pour rien que l'année 2014 a été décrétée année de l'agriculture familiale. Donc il est grand temps que nos politiques, que le secteur privé, que la société civile et les institutions internationales puissent réellement mettre en place des mesures structurelles et réelles, effectives, allant dans le sens du soutien à l'agriculture familiale. Parce qu'il y a 3 pistes en fait. Il y a l'agroécologie, comme le disait l'un des intervenants, en fait, pour la protection justement de l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire comme l'a fait l'Occident, etc. Il y a l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, et il y a enfin le soutien à l'agriculture familiale. Alors les experts font des analyses, les chefs d'État des grands discours, comme vous venez de le dire, mais ont-ils une stratégie claire, Alfred ? C'est à se poser la question, hein, Sandra. Naturellement, on a commencé le reportage en mettant le focus sur le NEPAD, qui a un volet sur l'agriculture, donc une vision africaine de la politique agricole à mettre en place dans tous les États. On se souvient qu'au sommet de Maputo, on avait prévu que chaque État consacrerait 10% de son budget pour justement la promotion de l'agriculture. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, très peu des pays ont dépassé même les 2%. Et comment expliquer que ces pays n'aient pas joué le jeu, justement ? Parce que les préoccupations sont ailleurs. Ils ont oublié effectivement que ventre affamé n'a point d'oreille, d'où les émeutes de la faim qu'on a connues dans les débuts des années 2000. Ils ont oublié effectivement que, comme le rappelait le reportage, le développement d'un pays commence par le développement de l'agriculture, par le soutien à l'agriculture, mais agriculture alors responsable, durable, qui évite, comme on l'a dit, justement, de créer des effets de serre, de pollution, des choses comme ça, mais qui sache effectivement tenir compte de cet impératif écologique. Comme dit Charlotte, justement soutenir cette agriculture familiale parce que c'est elle qui permettrait dans un premier temps de sortir de l'insécurité alimentaire. Et 3, justement, promouvoir l'agro-industrie qui serait une valeur ajoutée de production, de transformation de cette agriculture sur le terrain en Afrique et qui permettrait justement d'exporter nos produits et puis de moins importer en réalité. Or, les politiques africains sont plus préoccupés. Et puis, il faut ajouter aussi que, par ailleurs, dans certains États, avec la guerre ou les troubles, l'instabilité politique, donc l'argent qui aurait pu être consacré à l'agriculture ou à la formation, justement, scolaire des jeunes de ces filières-là, l'argent passe dans l'achat des armes ou des choses comme ça. Lucien, quel état des lieux pouvez-vous dresser du développement agricole en Afrique ? Sandra, quand j'écoute Charlotte, j'écoute Alfred, ils ont parfaitement raison, mais je ne dis pas que les hommes politiques africains se trompent. Alors, je vais développer une thèse complémentaire à la leur et en même temps différente. Le modèle économique sur lequel repose l'Afrique est un modèle colonial, esclavagiste, fondé sur le commerce.
ce modèle n'a pas disparu malgré les discours et malgré l'horizon de 2063 que nous situe la présidente de la Commission, Madame Lamini Koza Zuma. Bien. Pourquoi je le dis ? Sans savoir que nous arriverons jusqu'à 2063. Tout à fait, bien sûr, Alfred. Alors, mais pourquoi c'est ainsi ? C'est ainsi parce que, en effet, le modèle dans lequel reposent les pays africains est un modèle qui est essentiellement commercial avec une agriculture, d'abord une agriculture dite de rente, café, cacao, qui a servi d'abord les grands comptoirs, les grandes concessions. Et aujourd'hui, est-ce que le modèle a disparu? Non, il n'a pas disparu. Pourquoi? Il y a un problème qui n'a pas été évoqué dans le reportage. C'est le problème dit de l'émergence. Des pays comme le Brésil, la Chine et l'Inde sont devenus aujourd'hui autosuffisants et on aurait aimé que les pays africains suivent le même chemin. Sauf que, première contrainte, il y a une faiblesse en termes de productivité des sols en Afrique. Deuxième contrainte, il y a le problème foncier qui est plus ou moins, effectivement, réglé mais sans l'être, et le problème de l'accaparement des terres. Les pays africains aujourd'hui, même si le phénomène a tendance à se tasser, on reste dans la problématique commerciale, vendent une partie de leurs terres. Vous avez des pays comme la Suède, l'Allemagne, un grand certain nombre de pays européens qui achètent les terres africaines pour produire quoi? Du biocarburant. Vous avez des pays comme l'Égypte, vous voyez, le commerce sud-sud, vous avez des pays comme l'Inde, comme la Malaisie, qui vont utiliser les terres africaines. Pourquoi faire? Eh bien, simplement pour produire l'horticulture, des fleurs, pour pouvoir vendre. Donc, nous sommes dans un modèle qui n'a pas changé. Arrêtons-nous sur ce point. L'Afrique, effectivement, dispose de 60% des terres arables au monde, un potentiel non exploité. Quels sont les risques, la convoitise des investisseurs étrangers, comme vient de le souligner Lucien? C'est vrai que le phénomène prend de l'ampleur, il faut le dénoncer. Donc l'accaparement des terres aujourd'hui mine effectivement l'émergence de cette agriculture africaine. Mais c'est vrai qu'il faut le dénoncer, mais de plusieurs manières. Parce qu'on a effectivement des investisseurs étrangers qui viennent, mais au sein même de nos États, on peut parler également d'un phénomène interétatique avec justement un phénomène en fait, du moins, une certaine classe de la population qui comment vous le dire, voilà, non mais qui achète en fait auprès de la paysannerie, ou voilà, donc, voilà, tout à fait, ou qui dépossède tout simplement la paysannerie. Ça, il faut le signaler. Mais je voudrais rebondir en fait sur ce que Lucien vient de dire au sujet de la promotion de l'agroécologie et au sujet de ce que Monsieur le ministre venait également de dire à ce sujet. Je pense qu'il est capital aujourd'hui de réellement encadrer cette promotion de l'agroécologie, de l'agrobusiness, pas de l'agroécologie. On ne peut pas parler d'agrobusiness aujourd'hui sans réellement intégrer, encore une fois, les petits producteurs, la paysannerie au cœur du dispositif. Ça veut dire qu'il faut réellement aller vers des réformes agraires mettant l'accent sur le renforcement des capacités des petits producteurs. La promotion de l'agrobusiness peut également se faire à ce prix-là et par conséquent permettre à la fois aux investisseurs de réaliser des profits conséquents, mais aux petits producteurs et également aux entrepreneurs de tirer parti du fruit de leur labeur. Et voilà. Comment organiser le travail justement de ces producteurs? Faut-il des petites coopératives ou des organisations sous-régionales par exemple? Il faut commencer effectivement par les coopératives, hein, c'est ce qui est privilégié par les uns et les autres et ça marche très bien. Nous, au sein de la plateforme Afrique Grenier du Monde, c'est vrai que notre action est plutôt axée vers ce type de structure et on a un certain nombre d'entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui grâce justement à une réelle coopération avec les petits producteurs. Je peux citer des personnes, enfin des sociétés comme la JP Corporation au niveau du Cameroun où en fait le promoteur exploite plus de 500 hectares en étroite collaboration avec la paysannerie. On a, je pense, une autre structure qui s'appelle Dolilait ou je ne sais pas trop quoi, au Mali. C'est exactement le même modèle. Et ce sont des modèles, en fait, qui réussissent dans le temps où, encore une fois, la paysannerie arrive à émerger en même temps que les entrepreneurs, le secteur privé. Et l'agrobusiness, aujourd'hui, devrait se faire uniquement par ce biais-là, puisque de toutes les façons, il faut le dire, le problème numéro 1 de l'agriculture africaine reste quand même le financement
justement. Et à part les investisseurs étrangers, encore une fois, en Afrique, on n'a pas d'argent. Je veux dire, il y a de l'argent, c'est vrai, mais aujourd'hui, on sait, on l'a rappelé, les accords de Maputo n'ont pas encore été respectés. Et on sait pertinemment, la banque dont on a parlé au niveau du reportage n'a pas vu le jour à l'heure d'aujourd'hui. Donc la banque agricole. Voilà, au niveau du Cameroun. Justement, donc ça prend du je temps. voulais savoir, que pensez-vous de la création de ce type de banque spécialisée? Le FMI, par exemple, affiche son pessimisme. Je pense que, encore une fois, si ce sont des structures gérées par le secteur privé, la société civile, je pense qu'on peut s'attendre à un réel impact, mais personnellement, j'y crois pas trop. Je pense réellement à des initiatives privées, donc à la mise en place, par exemple, de structures de microfinance, donc spécialisées dans la finance rurale, etc. Mais personnellement, en termes de financement, en ce qui concerne le secteur, je crois encore une fois à une réelle synergie entre les divers acteurs. Donc, je crois en l'efficacité également des partenariats publics-privés. Voilà, c'est autant de mesures en fait qu'il faudrait intégrer dans de réelles réformes agraires à destination des petits producteurs. N'oublions pas que l'Afrique est à plus de 70% peuplée de ruraux. Même si on va aujourd'hui vers une urbanisation de ce secteur-là, n'oublions pas que ces acteurs-là sont incontournables en ce qui concerne la relance de l'agriculture africaine. Je voudrais également rappeler quand même que c'est une réelle opportunité pour tous, à la fois pour les Africains, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. En termes de création de richesse aujourd'hui, l'agriculture est une réelle opportunité qu'il faut saisir. On a un marché qui est aujourd'hui de près de 300, qui est estimé aujourd'hui à 310 milliards de dollars par la Banque mondiale et qui, en 2050, dépassera les 1000 milliards de dollars au niveau du secteur agricole et agroalimentaire. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et pour aller vers une réelle émergence, je finirai par là, il faut penser justement à une révision des accords de l'OMC. Il faut plaider en faveur de cette révision-là d'une part. Il faut également revoir, à mon sens, les fameux APE qui ont été mis en place, mais au détriment quand même de nos industriels et autres. Voilà. Messieurs, que pensez-vous des idées de notre invité? Alors, moi, je pense que Charlotte a mis le doigt sur ce que les spécialistes en économie appellent les innovations frugales ou incrémentales, c'est-à-dire, c'est un grand mot, qui veut simplement dire qu'il faut penser l'investissement dans l'agriculture en s'appuyant sur le contexte local. Le contexte local, Charlotte l'a rappelé, formé par la paysannerie. En effet, il y a des solutions possibles. Un exemple, le problème du financement se pose, mais aussi le problème du traitement des sols, de la connaissance des sols, le problème des intrants et le problème du stockage. Il existe en Europe, qui est relativement, en termes de surcapacité de production, des agriculteurs, bien entendu certains à la retraite. Il suffit de concevoir non pas notre modèle de colonisation, mais de concevoir un modèle, en effet, d'échange, de partenariat public-privé, public-public, avec un enseignement sur le terrain, sur le champ local, qui permet aux paysans africains, de monter sur la courbe d'apprentissage agricole, bien entendu, et en fait de se responsabiliser. Ça, c'est un élément important. Vous savez, l'expérience en agriculture, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. On peut dire, voilà les solutions, sauf qu'il y a des contraintes de blocage sur le terrain. Et ces contraintes sont liées justement à la considération, à la perception de l'ensemble du modèle agricole. Et vous, Alfred ? Je souscris totalement aux analyses qui viennent d'être faites et à ces suggestions, parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est un peu le parent pauvre des politiques africaines, effectivement. Tout ce qui tend vers l'amélioration des conditions des paysans, des agriculteurs, va dans le bon sens. La mise en place des politiques, effectivement, qui sont tournées vers le financement et le développement de la paysannerie familiale, mais aussi à côté de l'agro-industrie, va dans le bon sens. Alors, le problème, effectivement, se pose pour un certain nombre, pour la plupart des pays africains d'ailleurs, justement, on l'a rappelé la question de l'OMC, dans la fixation des prix, et puis les APE qui posent quand même problème au niveau de contraintes qui pèsent sur les économies africaines en termes d'échange, d'importation-exportation. La balance tend souvent en défaveur, justement, des pays africains en termes d'importation. On vous autorise à exporter un certain nombre de choses, mais
en contrepartie, on vous oblige aussi à importer un certain nombre de produits en provenance de l'Europe. Donc du coup, les exemptions douanières et tout ça, ça ne compense pas le coût justement des importations. Donc là, il y a un sérieux problème qui se pose. Mais je pense effectivement qu'on peut penser aussi cette agriculture dans le cadre justement de la mondialisation. Aujourd'hui, la logique est dans les échanges, dans la coopération, dans le gagnant-gagnant. Et donc, effectivement, il faut que les pays africains aient aussi cette politique-là de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que, par exemple, les financements, etc., qui viennent des institutions ou des privés nous apportent? Qu'est-ce que nous y gagnons en termes de transformation, en termes de productivité, en termes d'efficacité de notre agriculture? Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble pour une véritable politique agricole africaine. En parlant d'avenir, Charlotte Libock, comment voyez-vous le défi de l'Afrique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Moi, je pense que nous avons le potentiel, mais pas seulement, on a les moyens. Comme je le dis à chaque fois, nous avons les hommes, nous avons le potentiel au niveau hydraulique, nous avons les terres. Donc, il faut une réelle volonté de la part de tous. Pas simplement des politiques, mais également une réelle implication de la part de la société civile. C'est pour ça que je me suis levée aujourd'hui avec mon équipe, mon collectif, en fait, et tous ceux qui nous soutiennent pour défendre la cause de l'agriculture africaine. Et mon souhait, c'est qu'on ait d'autres structures en fait qui puissent suivre justement le pas. Il faut savoir aujourd'hui que l'agriculture africaine représente une solution réelle et durable pour la donne alimentaire au niveau mondial. Voilà, donc ça c'est vraiment incontestable, mais malheureusement aujourd'hui ce continent-là qui est le seul continent, le continent le plus, le continent agricole par excellence, reste le seul continent encore importateur net de denrées alimentaires. Et ça, il faut quand même inverser la tendance. Et c'est pas le petit producteur qui pourra faire en sorte que les choses bougent, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, voilà. Donc à travers justement des initiatives comme celle de la plateforme Afrique Grenier du Monde. Voilà, je vais tout simplement finir par, en sollicitant les bonnes volontés qui veulent bien participer à notre combat, qui veulent bien soutenir cette cause-là. C'est vrai que les politiques ont un rôle crucial à jouer, mais la société civile doit s'impliquer également. Donc allez sur notre site Afrique Grenier du Monde et soutenez-nous. Voilà. Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Symposium sur l'émergence de la Guinée équatoriale. L'ouverture ce lundi a été marquée par un discours du chef de l'État, Teodoro Obiangema Bazogo. Plusieurs de ses homologues africains et investisseurs ont répondu présents à ce rendez-vous économique. Et puis en République démocratique du Congo, l'opposition rejette la feuille de route de la CENI. Cette dernière propose l'organisation des élections locales en 2016, alors que le scrutin a été fixé pour 2014 en cause des problèmes de logistique. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.